l'histoire qui reçoit Bernard Werber ce matin. Et l'écrivain se tourne vers notre futur et pose la question: quel scénario pour demain? Rendez-vous dans le futur à quelques jours du Nouvel An où l'on dira au revoir à 2023. Bonjour Philippe, bonjour Bernard. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Rendez-vous dans le futur. Bonjour Bernard Werber. Bonjour Philippe. Écrivain, vos livres avec 30 millions de lecteurs caracolent en tête au rayon des best-sellers. De votre passé scientifique, vous avez gardé un esprit d'analyse, mais aussi une curiosité aiguë qui vous aide à vous projeter dans le monde de demain. Bernard Werber, cet esprit scientifique guide votre plume de romancier. Des fourmis, des abeilles, des chats peuplent vos univers romanesques. Et vous nous mettez en scène dans les situations les plus inattendues. De notre fin à notre renaissance, vous faites des hypothèses, la trame de vos histoires dont certaines vous conduisent au théâtre où vous tenez sur scène votre propre rôle. Bernard Werber, votre nouveau livre s'intitule Le temps des chimères, une autre hypothèse de vie qui nous attendrait dans un temps pas si lointain. Ce matin, vous avez choisi de nous projeter dans le futur. Penser le futur pour mieux l'anticiper. Jacques Attali le dit à sa façon au micro d'Europe 1. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Et quand on voit la longue durée, on s'aperçoit que nous sommes une étincelle dans l'histoire du monde, même de la Terre, puisque j'ai parlé de sa durée. Et regardez devant nous, 2050, c'est demain matin. Alors, il se trouve, Bernard Werber, que Jacques Attali, lui, a fixé le futur à 2050. Et vous, qui allez nous conduire dans ce futur, vous le faites déjà avec vos livres. Comment vous le voyez, ce futur ? Alors moi déjà, dans mon livre, j'ai pas défini d'année, j'ai mis ce livre se passe 5 ans après le moment où vous ouvrez ce livre. Parce que je me rappelle qu'en 1984, on pensait que le futur c'était 1984, et quand 1984 est arrivé, on s'est aperçu que ce qu'il y avait dans le roman ne s'est pas passé. De même pour 2001, le c'est de l'espace. Donc je ne prends pas ce risque, je ne fixe pas de date, je dis juste 5 ans après le moment où on lit le roman. Mais Bernard Werber, se projeter dans le futur, avant d'évoquer votre actualité et ce livre, Le temps des chimères que j'évoquais en vous présentant aux éditions Albin Michel, Bernard Werber, ce futur-là, vous tournez les auditeurs d'Europe 1 vers cette ligne de l'horizon, si on parle de la santé, si on parle de la recherche, si on parle du de tout ça en même temps. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? D'abord, il y a un premier élément important, c'est la démographie. On en parle, mais il n'y a pas de dynamique en vue de réduire le nombre d'humains. Quand je suis né, il y avait 2 milliards d'humains sur Terre. Actuellement, on a 8 milliards. C'est-à-dire que durant ma seule existence, on est passé de 2 à 6. C'est énorme. C'est-à-dire que là, on va vers les 10 milliards, et 10 milliards d'êtres humains sur Terre, c'est ça le futur. Il n'y a que 2 possibilités. Ou on devient raisonnable, où on se fout tous sur la gueule, et puis l'air et l'eau vont être raréfiés. Alors maintenant, la vraie question, c'est comment devenir raisonnable ? Alors, il y a une première tentative, c'était la SDN, la Société des Nations, qui visait une paix mondiale. Quand même, c'était ambitieux, mais c'était quand même quelques années avant la Deuxième Guerre mondiale qui a été quand même celle qui a fait le plus de dégâts. Et là maintenant, il y a l'ONU, et on voit actuellement une sorte de choc entre l'Orient et l'Occident, entre le Sud et le Nord, et ce choc est dû, à mon avis, à la démographie. Donc, dans la voie positive, j'imagine que tout d'un coup, on arrive à devenir conscient qu'en tant qu'espèce, on ne peut pas détruire toutes les forêts pour en faire des baguettes jetables de restaurants, on ne peut pas souiller l'eau pour pouvoir utiliser à fond le pétrole pour nos voitures ou pour nos usines. Il y a un moment, il faudrait presque qu'il y ait un gouvernement mondial qui dise on va réfléchir comment laisser une planète viable à nos enfants et nos petits-enfants. Et ça, à la limite, c'est quelque chose qui est de l'ordre, pas de la politique, mais qui est de l'ordre de la survie de l'espèce. Alors, dans votre livre, la raison, elle y est évidemment, mais finalement, vous partez d'une hypothèse assez étonnante qui interpelle. Le temps des chimères aux éditions Albin Michel, c'est votre nouveau livre qui commence au Muséum national d'histoire naturelle et qui se poursuit avec Alice, justement la scientifique, votre héroïne, autour d'une question, les hybridations. Là aussi, c'est un voyage dans le futur et peut-être que la fiction va être rattrapée par la réalité. Alors c'est vrai que sur le sujet, on a l'impression que mélanger des êtres humains avec des animaux pour faire des êtres hybrides, ça a l'air complètement délirant. Il
s'avère que l'année dernière, il y a le Japon officiellement autorisé un Japonais qui est à la pointe de ses recherches à développer des mélanges humains-animaux en vue de faire notamment sous le bon prétexte de faire des greffes d'organes. Donc on n'est pas tant que ça dans la science-fiction. Et ce que je raconte dans Le Temps des Chimères, c'est que en allant plus loin, on peut imaginer qu'il apparaisse de nouvelles espèces humaines. Donc une première espèce que j'ai appelée les aériales, parce qu'ils sont capables, c'est des chimères hommes, chauves-souris qui ont des ailes et qui sont capables de voler. Ça a l'air délirant, mais ça n'est pas tant que ça. Ensuite, il y a les nautiques, qui sont des mélanges entre humains et dauphins qui sont capables de nager, et il y a enfin les diggers, en anglais diggers c'est les creuseurs, qui sont des humains, un mélange hybride entre les hommes et les taupes, qui sont capables d'aller sous terre. Alors il est évident que si les humains savent voler, ils échapperont au tremblement de terre, s'ils savent nager, ils échapperont aux inondations, et s'ils savent creuser sous terre, ils échapperont au réchauffement climatique. Donc c'était juste une manière de trouver, diversifier nos chances de survie pour toute l'espèce. Survivre, c'est s'adapter, c'est ce que vous dites entre les lignes finalement. Et c'est s'adapter, et une manière de s'adapter, c'est se diversifier. Parce que pour l'instant, chez les humains, il n'y a qu'une seule espèce, c'est l'Homo sapiens. Et jadis, il y avait quand même le Néandertal, le Florensis, le Denisovia. Il y avait plusieurs humains. Et là, nous, c'est comme si on avait mis tous nos œufs dans le même panier. Et du coup, il suffit qu'un virus soit mortel pour le sapiens, il n'y aura pas une autre espèce à côté qui pourra lui résister. C'est toute cette réflexion sur la diversification, et sachant que la diversification, c'est la mécanique qu'a la nature, qu'a notre planète, pour fonctionner. C'est-à-dire qu'elle teste une espèce, si cette espèce n'est pas adaptée, elle ne l'élimine pas, elle va en ajouter une autre. Et donc c'est pour ça que par exemple, il y a au hasard 12 000 espèces de fourmis. La plus petite c'est-à-dire la plus grande fait 60 fois la taille de la plus petite. C'est comme si chez nous, il y avait un être humain d'1 mètre et des êtres humains de 60 mètres. La question est posée. Merci Bernard Werber, et notamment dans votre livre à lire, Le Temps des Chimères aux éditions Albin Michel. Avec vous, on s'est plongé dans ce futur. Merci d'être venu sur Europe 1. Bon dimanche à vous. Merci Philippe. Et une date, une histoire que vous retrouvez tous les dimanches matins sur